L'écureuil Charles vient donc de réaliser ce qui pourrait bien être le coup de maître le plus discret et spectaculaire de l'histoire royale moderne, et presque personne n'y a assisté. Pas de caméra, pas de communiqué de presse, pas d'annonce officielle. Une simple réunion privée dans une pièce ancienne quelque part en Grande-Bretagne, une seconde couronne placée à côté du trône et une décision qui, semble-t-il, a plongé l'Assemblée dans un silence absolu. Car il semblerait que la décision de Charles ne concernait pas seulement la succession, mais le choix de la personne qui dirige réellement la monarchie actuellement. Et la personne qu'il a choisie n'était pas William, mais Catherine. Avant d'entrer dans les détails, si vous êtes nouveau ici, Crown Watch analyse l'actualité royale en temps réel. Abonnez-vous vite pour ne rien manquer. Cela ne prend que 2 secondes et soutient vraiment la chaîne. Alors, revenons sur ce qui s'est passé. Les articles décrivent une réunion silencieuse dans une pièce ancienne en Grande-Bretagne. Et honnêtement, le secret qui l'entoure est ce qui rend la situation si particulière. Aucune alerte n'a été envoyée aux chaînes de télévision. Aucun tabloïd n'a été prévenu. Le palais n'a publié aucun communiqué par la suite et même la date et l'heure n'ont pas été divulguées. Ce n'est pas ainsi que fonctionne habituellement la monarchie moderne. Normalement, même le plus petit engagement fait l'objet d'un communiqué de presse plusieurs semaines à l'avance. Le fait que cela se soit produit sans aucune de ces précautions indique donc que Charles souhaitait que ce soit un moment personnel et non une simple mise en scène. Il aurait demandé la présence d'un groupe restreint, des membres importants de la famille royale, des conseillers constitutionnels, des fonctionnaires du palais ayant servi pendant des décennies, et aucun d'eux ne se doutait de ce qui les attendait. Catherine est arrivée discrètement, sans caméra de presse ni photographe à l'extérieur. Elle a conservé cette même sérénité qui la caractérise, celle qui ne laisse pas deviner si elle est nerveuse ou parfaitement maîtresse d'elle-même. Mais Charles entra alors, et d'après les témoins, l'atmosphère changea du tout au tout. Ils la comparèrent au silence qui précède l'orage, cette sensation pesante où l'on sent qu'un événement important va se produire sans savoir lequel. Charles resta debout au fond de la salle pendant ce qui parut une longue pause. Personne ne bougea, personne ne respira. Puis il se retourna, regarda Catherine droit dans les yeux et s'avança vers elle. Et là, ça devient étrange. Une seconde couronne était posée à côté du trône. Ce n'est pas normal. Les couronnes ne servent pas qu'à décorer. Ces sont des symboles dotés d'une signification constitutionnelle précise. Or, personne dans la pièce, ni les membres les plus importants de la famille royale, ni le personnel du palais, ni les experts constitutionnels n'a pu expliquer leur présence. Cela signifie que cela ne faisait pas partie d'une cérémonie préalablement approuvée. Charles agissait là délibérément en dehors du cadre habituel. Il se leva lentement, et de nombreux témoignages notèrent qu'il se déplaçait plus lentement que quiconque ne l'avait jamais vu auparavant. Ce détail est important car il suggère qu'il ne s'agissait pas d'un geste impulsif et spontané. C'était délibéré. Il savait exactement ce qu'il faisait et il a pris son temps. Il a pris la couronne, s'est tourné vers Catherine et l'a déposée sur ses épaules pour l'éternité. C'est cette expression qui est employée. Il ne s'agit pas de la poser sur sa tête comme lors d'un couronnement, mais de la déposer sur ses épaules, un langage symbolique pour le transfert du poids, de la responsabilité, du pouvoir. Et la salle c'est toute, pas d'applaudissements, pas de soupirs d'étonnement, un silence, car tous ceux qui étaient présents comprenaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose qui n'aurait pas dû se produire dans cette pièce ce jour-là de cette manière. Avant que quiconque ne crie au complot, revenons sur le contexte. Charles a annoncé son diagnostic de cancer en février 2024.
Buckingham Palace a confirmé qu'il s'agissait d'une forme non identifiée de cancer. Il s'est retiré de ses fonctions publiques au début de cette année-là pour suivre un traitement, mais il a continué à travailler en coulisses, signant des documents, participant à des réunions d'information, accomplissant le travail constitutionnel qui ne fait pas la une des journaux. Puis, en décembre 2025, il a diffusé un message vidéo pour la campagne Stand Up to Cancer sur Channel 4. Et il s'est exprimé directement en tant que personne touchée par le cancer. Il a déclaré que son traitement entrait dans ce que son équipe médicale qualifiait de phase prudente. Il a parlé d'une étape importante, puis il a marqué une longue pause de plusieurs secondes dans cette vidéo. On a remarqué cette pause. On avait l'impression qu'il pesait ses mots, comme s'il avait encore beaucoup à dire. Si l'on considère son état de santé et cette cérémonie privée, la situation s'éclaircit. Charles ne démissionne pas. Il continue d'honorer ses engagements, de rencontrer des chefs d'État et de maintenir un emploi du temps chargé, mais il est également conscient que son temps d'action est limité. Non pas dans un sens dramatique, comme si la fin était proche, mais dans le sens pratique où chaque monarque doit, un jour ou l'autre, réfléchir à l'héritage qu'il construit. Et Charles semble avoir décidé que le plus important pour lui actuellement est d'affirmer publiquement ou semi-publiquement que Catherine est la figure emblématique de la monarchie. C'est là la nuance essentielle qui échappe à tous. La succession légale n'a pas changé. William est toujours l'héritier. Le prince George est toujours deuxième dans l'ordre de succession. Aucune loi n'a été modifiée. Aucun document constitutionnel n'a été réécrit. Mais le pouvoir de la monarchie ne découle pas des lois. Il repose sur la visibilité, le lien avec le public et la conviction que ce dernier considère l'institution comme la représentante de lui. Et c'est là que Catherine a accompli quelque chose qu'aucun autre membre de la famille n'a réussi à reproduire. Parlons de son parcours, car il explique directement la décision de Charles. Elle a annoncé être atteinte d'un cancer en mars 2024. Assise dans un jardin à Windsor, vêtue d'une simple chemise à rayures, elle annonça au monde entier qu'elle suivait une chimiothérapie préventive. Sans scénario, sans mise en scène, juste une communication directe et sincère. Et la réaction du public changea presque immédiatement. Il s'agissait d'une personne qui avait été sous les feux des projecteurs pendant 15 ans, une personne dont la garde-robe, la posture, le sourire, le moindre détail avaient été scrutés à la loupe. Et soudain, les tabloïds ont cessé de s'en prendre à elle, pas complètement, mais sensiblement. Les commentaires se sont adoucis. Des gens qui ne s'étaient jamais intéressés à la famille royale se sont soudain inquiétés pour elle, non pas parce qu'elle était une princesse, mais parce qu'elle était une mère de 3 jeunes enfants confrontés au même diagnostic terrifiant que des millions de familles. Elle a terminé sa chimiothérapie en septembre 2024. Son retour à la vie publique fut progressif, soigneusement planifié, axé sur des événements importants plutôt que sur le simple remplissage d'un agenda. Puis, en janvier 2026, elle confirma sa rémission. 2 mots qui résonnèrent lourdement. Le soulagement ne se limita pas à la Grande-Bretagne, il fut mondial, car on l'avait vu disparaître, lutter, guérir et revenir. Et ce parcours apporta à la monarchie quelque chose qu'aucune activité royale traditionnelle n'aurait pu accomplir. Il la rendit humaine d'une manière authentique, non artificielle. Un moment du début de l'année 2026 est régulièrement partagé sur Internet. Catherine se trouvait à l'hôpital pour enfants Evelina de Londres lorsqu'une fillette de 10 ans, Audrey-Anne, lui demanda si elle était la reine. Catherine marqua une pause, sourit et répondit avec chaleur et humanité, sans chercher à corriger l'enfant par une explication formelle. Cet instant fit le tour du monde
et en dit plus long sur l'image qu'elle renvoyait au public que n'importe quel titre officiel. Ah, parce que la jeune fille ne se trompait pas sur l'ordre de succession, elle reconnaissait quelque chose. Elle a vu Catherine et a pensé « Voilà la personne qui dirige, voilà la personne qui compte. » Et c'est précisément ce que Charles a apparemment décidé d'officialiser. L'aspect constitutionnel de la question est véritablement intéressant si l'on comprend le fonctionnement du système britannique. La Constitution du Royaume-Uni n'est pas un document unique. C'est un ensemble de lois, de décisions judiciaires, de coutumes et de siècles de savoir accumulés. Cette flexibilité permet à la monarchie de s'adapter sans modifier son cadre juridique. Ainsi, lorsque Charles a, semble-t-il, élevé Catherine au rang de reine lors de cette cérémonie privée, il n'a pas modifié l'ordre de succession. Il a accompli quelque chose d'un pouvoir sans doute bien plus grand. Il a transformé la perception du public quant à la personne qui dirige l'institution. Dans un système où le pouvoir du monarque repose sur sa visibilité et le lien émotionnel qu'il tisse avec le peuple, cette perception est primordiale. La reine Élisabeth l'avait parfaitement compris. Son pouvoir ne résidait pas dans le contrôle du Parlement. Elle incarnait un symbole si constant et si stable que le pays ne pouvait se concevoir sans elle. À sa mort en septembre 2022 à Balmoral, la monarchie a perdu ce pilier. Depuis, l'institution est en quête d'un symbole capable de combler ce vide. Charles a hérité de ce problème. Il a également hérité d'une crise sanitaire qui l'a contraint à réfléchir à son héritage plus tôt qu'il ne l'aurait sans doute imaginé. Et lorsqu'on examine les taux d'approbation de 2024 et 2025, le constat est sans appel. Charles est respecté, Camilla est acceptée et William inspire confiance. Mais Catherine est aimée, et c'est tout autre chose. L'effet Kate ne se résume pas à une simple question de mode, c'est une question d'influence. C'est le fait que lorsqu'elle parle, on l'écoute. Lorsqu'elle apparaît, les foules se rassemblent. Lors de ses problèmes de santé, le public n'a pas seulement compati, il s'est senti personnellement concerné par son rétablissement. C'est le genre de lien que la monarchie n'a plus connu depuis Diana. Et il repose sur quelque chose de différent. Le lien de Diana était en partie lié à la rébellion, au fait d'être une marginale au sein de l'institution. Les liens de Catherine est liés à la résilience. Elle est intégrée au système. Elle a été mise à l'épreuve. Elle a affronté une situation terrifiante et elle en est revenue plus forte. On ne se contente pas de l'admirer, on lui fait confiance. Selon certaines informations, Catherine serait devenue la première princesse de Galles en 116 ans à octroyer des mandats royaux en 2026. C'est un pouvoir considérable qui n'avait pas été exercé depuis l'époque de la reine Mary. Les mandats royaux constituent en quelque sorte une reconnaissance officielle des entreprises et des industries britanniques. Ils ont un véritable poids économique. Et le fait que Catherine ait reçu cette responsabilité avant même d'être reine en dit long sur la façon dont le palais conçoit son rôle. Elle n'attend pas dans les coulisses. Elle joue déjà un rôle central au sein de l'institution. Des sources proches du palais ont indiqué qu'une série de discussions avait eu lieu entre Charles, William et de hauts conseillers constitutionnels au cours des mois précédant cette cérémonie privée. Ces conversations ont eu lieu à Highgrove et au palais de Buckingham, et selon ces sources, elles ne portent pas sur la planification de la succession médicale. Ces questions sont toujours traitées séparément. Ces discussions portaient sur la perception du public quant à l'avenir de la monarchie. Le nom de Catherine est revenu à maintes reprises, non pas parce que l'on remettait en question le rôle que William pourrait jouer, mais parce que l'on reconnaissait qu'elle apportait une perspective différente. Son accessibilité est une qualité dont l'institution a cruellement besoin actuellement. Le palais a également veillé à ce que le rôle de Catherine évolue avec soin.
Son titre de colonel des Irish Guards a été mis en avant. Elle a dirigé les festivités de la Saint-Patrick à la caserne de Mons à Aldershot en 2026, faisant preuve à la fois de chaleur humaine et d'une connaissance approfondie de cette occasion. Il ne s'agit pas d'apparitions fortuites, ce sont des étapes délibérées d'une stratégie plus vaste. Chaque engagement, chaque titre, chaque responsabilité ont contribué à ce moment où Charles pourrait la désigner et dire « Voici la personne qui assurera la pérennité de la monarchie. » Tu sais que et à vrai dire, le fait que cette cérémonie ait été privée est ce qu'il y a de plus intéressant. Si Charles avait voulu procéder à un changement constitutionnel officiel, il l'aurait fait publiquement, avec tout le faste traditionnel. Et s'il avait voulu adresser un message au gouvernement, il aurait emprunté les voies officielles, mais il a choisi le calme d'une pièce, une réunion, un petit comité, un geste personnel. Ce n'est pas ainsi qu'on change les lois, c'est ainsi qu'on change les mentalités. Il disait aux personnes présentes, celles qui conseilleraient William et Catherine pendant des décennies, que l'avenir de la monarchie avait un visage et que ce visage, c'était celui de Catherine. Il y a quelque chose de presque désuet là-dedans, en réalité. La monarchie a toujours pris ses décisions les plus importantes en privé, ne les révélant que lorsque le moment était venu. Le règne de la reine Élisabeth s'est fondé sur ce principe. Elle avait compris que le pouvoir de l'institution résidait dans la constance et d'une gestion rigoureuse et non dans des déclarations publiques spectaculaires. Charles semble suivre le même instinct. Il ne cherche pas à faire du spectacle, mais à s'adresser aux personnes qui comptent, en laissant ce message se diffuser par les canaux de communication du palais. La réaction en Grande-Bretagne a été décrite comme constante. D'abord le silence, puis le soulagement, car pour beaucoup, cela confirme un sentiment qu'ils nourrissaient déjà. Catherine incarne le pilier émotionnel de la monarchie depuis des années. C'est vers elle que l'on se tourne lorsqu'on a besoin d'être rassuré quant à l'institution. C'est elle qui, d'une simple présence, peut inspirer confiance et faire sentir que tout ira bien. Choix n'est pas une compétence qui s'apprend. On ne peut pas la fabriquer avec de bonnes relations publiques, elle est innée ou non. Et le parcours de santé de Catherine a prouvé que c'était bien réel. Lorsqu'elle a annoncé son diagnostic, elle n'a pas cherché à le dissimuler, elle ne s'en est pas servie pour susciter la pitié. Elle a simplement dit la vérité et s'est retirée pour se concentrer sur sa famille. C'est pourquoi on l'a cru lorsqu'elle a annoncé sa rémission. C'est pourquoi on a fêté son retour. Elle y avait gagné cette confiance par son honnêteté et sa vulnérabilité, non par une gestion d'image savamment orchestrée, mais en traversant une épreuve difficile et en la surmontant. Charles a été témoin de tout cela. Il suivait lui-même un traitement contre le cancer à la même époque. Il comprenait ce qu'elle endurait, car il y était confronté lui aussi. Et il l'a vu gérer la situation avec une grâce qu'il tenait sans doute de sa propre mère. La reine Élisabeth possédait cette même qualité, cette capacité à apaiser les esprits même dans l'incertitude. Catherine la possède également, et Charles a apparemment jugé cette qualité trop précieuse pour rester méconnue. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'avenir? La réponse juridique reste inchangée. William sera roi. George lui succédera. L'ordre de succession se poursuit comme depuis plus de 1000 ans, mais la survie de la monarchie ne dépend pas de cet ordre. Elle dépend de sa pertinence. Elle dépend du sentiment d'appartenance du peuple à cette institution. Et c'est ce que Catherine représente. Elle n'est pas seulement une future reine, elle est une dirigeante actuelle. Elle est celle qui humanise la monarchie et la rend plus accessible, ce qui est de plus en plus nécessaire. Un haut responsable gouvernemental
aurait même qualifié cette modernisation de monarchie de nécessaire et opportune. Un autre observateur politique a souligné que la force de la monarchie réside dans sa capacité à rassembler le peuple en période de division. Et Catherine est particulièrement bien placée pour cela. Elle n'est ni controversée, ni clivante. Elle est simplement imperturbable. Dans un pays qui a traversé le chaos politique, l'incertitude économique et une pandémie, la stabilité est précisément ce que les gens recherchent. Charles le sait, il règne depuis suffisamment longtemps pour comprendre que sa fonction ne se limite pas au devoir constitutionnel. Il s'agit d'incarner un symbole, et si l'on ne peut l'incarner soi-même, le mieux est d'identifier celui qui peut l'être et de le mettre en avant. C'est ce que cette cérémonie privée a apparemment accompli. Il ne s'agissait pas pour Charles de se retirer ni de mettre William de côté, mais pour Charles de regarder la personne que sa mère aurait choisie pour perpétuer la monarchie et de dire « Oui, c'est lui ». Le fait que cela se soit produit sans caméra ni presse rend ce moment d'autant plus fort, car cela signifie que Charles ne jouait pas un rôle pour le public. Il prenait une décision sincère concernant l'avenir de l'institution. Et les personnes présentes, les membres les plus importants de la famille royale, les conseillers, les fonctionnaires du palais, s'en souviendront. Ils sauront que lorsque la question du leadership s'est posée, Charles n'a pas hésité. Il désigna Catherine du doigt. Ainsi, si l'on considère l'ensemble du tableau, la crise sanitaire, le lien avec le public, la préparation minutieuse, la cérémonie privée. Tout prend son sens. Ce n'était pas un geste anodin, mais l'aboutissement d'années d'observation et de planification. Charles a vu Catherine surmonter une épreuve terrible et en ressortir plus forte. Il a vu le public réagir à son égard d'une manière inédite depuis Diana. Il l'a vu assumer davantage de responsabilités, octroyer des mandats royaux, diriger des cérémonies militaires, rendre visite aux enfants hospitalisés. Et il a décidé que c'était elle qui pouvait porter le poids émotionnel de la monarchie pour l'avenir. La question de l'héritage est inévitable pour tout monarque. Qu'avez-vous construit? Qu'avez-vous laissé derrière vous? Le règne de Charles n'a pas été le plus long et il a dû faire face à des problèmes de santé qui l'ont contraint à réfléchir à ces questions plus tôt que prévu, mais il a aussi eu la lucidité de reconnaître ce qui compte vraiment. Les lois peuvent rester les mêmes, la succession peut se poursuivre sans changement. Mais si le peuple ne croit pas en la pertinence de la monarchie, tout cela n'a aucune importance, et Catherine parvient à faire croire au peuple. C'est ce que symbolisait la seconde couronne, non pas un transfert de pouvoir légal, mais un transfert d'autorité émotionnelle. Charles affirmait « Oui ». Cette personne a mérité de diriger, non pas par sa naissance ou son titre, mais parce qu'elle a prouvé qu'elle pouvait assumer cette responsabilité. Elle a été mise à l'épreuve, elle a survécu, elle est revenue, et le public l'adore pour cela. Alors, quand cette petite fille à l'hôpital a demandé si Catherine était la reine, elle n'était pas confuse. Elle voyait clairement quelque chose que les experts constitutionnels réunis dans cette pièce privée ont probablement compris pour la première fois lorsque Charles a pris la couronne. Catherine n'attend pas pour devenir la dirigeante de la monarchie, elle l'est déjà, et Charles a simplement veillé à ce que tous ceux qui comptent le sachent.